L'unité fragmentée, comprendre les divisions africaines pour les dépasser. Pourquoi les Africains se divisent-ils alors qu'ils forment, depuis les grands empires noirs comme le Ghana, le Mali, le Songhai ou le Kanem-Bornou, un même peuple aux racines profondément communes? Cette question, à la fois douloureuse et essentielle, traverse les siècles. Elle est posée par des intellectuels, des chefs traditionnels, des étudiants, et même par ceux qui, chaque jour, subissent les conséquences des frontières héritées du passé. Pour y répondre, il ne suffit pas d'émettre des opinions. Il faut une réflexion logique, philosophique, appuyée sur des exemples précis, vérifiables et reconnus par l'ensemble de la recherche historique et anthropologique. Commençons donc par un constat qui devrait frapper tout esprit sincère. Partout en Afrique, du Sénégal à l'Ouganda, du Mali au Zimbabwe, des sociétés que les cartes coloniales ont séparées partagent des pratiques, des comportements, des structures de pensée et parfois même des noms de famille identiques, sans pourtant parler la même langue au quotidien. Cette similitude profonde, malgré la diversité apparente, est la clé du paradoxe africain. Pourquoi des peuples aussi proches dans leur culture peuvent-ils se percevoir comme étrangers ou rivaux? Pourquoi l'unité de sang, de terre et d'histoire ne s'est-elle pas traduite par une unité politique durable? Pour le comprendre, nous devons d'abord prouver que cette unité fondamentale existe bel et bien. Ensuite, nous analyserons les causes historiques et politiques de la fragmentation. Enfin, nous proposerons des voies concrètes pour reconstruire, non pas une utopie, mais une réconciliation réaliste et pragmatique. Première partie, les preuves irréfutables d'une unité africaine profonde. Commençons par les langues. La famille mandingue, par exemple, forme un continuum linguistique où un locuteur bambara du Mali comprend très largement un dioula de Côte d'Ivoire ou un malinké de Guinée. Les différences sont comparables à celles entre le français parisien et le français du Québec ou de la Belgique. Pourtant, les frontières coloniales ont présenté ces parlers comme des langues distinctes pour mieux diviser. De même, la famille bantoue couvre plus de 400 langues parlées par près de 300 millions d'Africains, du Cameroun à l'Afrique du Sud. Toutes partagent des racines communes. Le mot NTU désigne l'humain dans presque toutes ces langues. Le Swahili, le Kikongo, le Zoulou, le Shona, le Kinyarwanda sont des sœurs, pas des étrangères. Mais l'unité ne s'arrête pas à la grammaire. Prenons les patronymes. Le nom Keïta, par exemple, est porté par des familles royales au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et même jusqu'au Burkina Faso. Il est associé à l'histoire de l'Empire du Mali et à Soundiata Keïta, son fondateur. Le nom Camara est présent chez les Malinké, les Peuls, les Soussous, les Dioula, toujours avec la même signification de lignée guerrière ou religieuse. Traoré, Konaté, Diallo, Sow, Ba, ce sont des noms qui traversent les frontières comme si elles n'existaient pas. Demandez à un Guinéen nommé Diallo et à un Sénégalais nommé Diallo s'ils se considèrent comme étrangers. Ils vous répondront par un même proverbe. Le nom ne ment pas. Passons aux pratiques culturelles et sociales. Le cousinage à plaisanterie, appelé Sinankunya en Bambara, Rakiri en Peul, Dandiraku en Hausa ou Kouté au Congo, est une institution sociale unique. Il unit des ethnies, des clans ou des noms de famille par un pacte rituel. On a le droit et même le devoir de se moquer de l'autre, de l'insulter rituellement, de lui rappeler ses travers, sans que cela ne provoque jamais de conflit. Au contraire, ce jeu verbal désamorce les tensions et rappelle que l'autre, bien que différent, est un allié ancestral. Par exemple, chez les Dogons et les Peuls du Mali, le cousinage à plaisanterie est si fort que toute querelle sérieuse entre un Dogon et un Peul est considérée comme une faute morale. Cette pratique existe aussi entre les Sérères et les Wolofs au Sénégal, entre les Lobi et les Dagara au Burkina. Elle est une preuve vivante que nos ancêtres avaient inventé des technologies sociales pour gérer la diversité sans la nier ni la combattre. Autre exemple universel en Afrique, les rites funéraires. Partout, de l'Égypte antique aux sociétés contemporaines, on retrouve la croyance en une continuité entre les vivants et les morts. Les ancêtres ne sont pas oubliés. Ils sont consultés, nourris symboliquement, invités aux grandes décisions. Les masques, les danses, les offrandes varient dans la forme, mais leur structure philosophique est la même. La mort n'est pas une fin, mais un changement de statut.
Le philosophe camerounais Eboussi Boulaga a montré que cette vision du monde, commune à presque toute l'Afrique, s'oppose fondamentalement à l'individualisme occidental et à sa séparation radicale entre la vie et la mort. En philosophie, les concepts d'Ubuntu en Afrique australe, de Ntu en Afrique centrale, de Maat en Égypte ancienne ou de Hunu chez les Akan de Ghana expriment la même idée fondamentale. L'humain n'existe pas seul. Il devient humain par sa relation à la communauté. Le fameux proverbe zoulou « Umuntu ngumuntu ngabantu » une personne est une personne à travers les personnes est la sœur jumelle du concept manding de Badenia, la maternité partagée. Ces philosophies ne sont pas des curiosités ethnologiques. Ce sont des systèmes de pensée cohérents, logiques, qui ont structuré des sociétés pendant des millénaires. Deuxième partie, pourquoi cette unité ne s'est-elle pas traduite en union politique? Si tout cela est vrai, et c'est une vérité que les travaux de Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Théophile Obenga, Amadou Hampâté-Bâ et bien d'autres ont établi, alors pourquoi les Africains se divisent-ils aujourd'hui? Pourquoi des guerres civiles, des rivalités ethniques, des fermetures de frontières, des discours xénophobes? La réponse est logique et historique. Elle tient en trois causes principales. La première cause est le découpage colonial. La conférence de Berlin de 1884 à 1885 a partagé l'Afrique comme un gâteau, sans aucune connaissance du terrain. Les puissances européennes ont tracé des lignes droites, séparant les Ashanti en deux, coupant les territoires Peul, isolant des clans au nord et au sud. Résultat, un même peuple peut se retrouver dans 4 ou 5 États différents, chacun avec des lois, une monnaie, une langue officielle distincte. Ce n'est pas la nature qui a créé ces divisions, c'est la salle de bal d'un chancelier allemand. La deuxième cause est l'instrumentalisation post-coloniale. Après les indépendances, les nouveaux dirigeants africains ont hérité de ces frontières absurdes. Pour asseoir leur pouvoir, beaucoup ont utilisé la carte ethnique. Plutôt que de construire une nation unie, ils ont exacerbé les différences. Diviser pour régner n'a pas disparu avec les colons, il s'est installé dans les palais présidentiels. On a inventé des autochtones et des allogènes. On a créé des cartes d'identité qui mentionnent l'ethnie. On a attribué des postes en fonction de la région d'origine. Cette logique a transformé la diversité, qui était autrefois gérée par le cousinage à plaisanterie, en une source de rivalité mortelle. La troisième cause, plus subtile, est la perte des repères ancestraux. Le système éducatif colonial a remplacé l'histoire orale, les griots, les conseils de sages, par une école étrangère qui enseignait que l'Afrique n'avait ni histoire, ni philosophie, ni science. Les jeunes Africains ont appris à se connaître à travers le regard de l'Européen. Résultat, ils ont oublié que leurs grands-parents traversaient les frontières sans passeport, que leur langue se comprenait, que leurs noms de famille étaient les mêmes. Ils ont appris à se voir comme des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais, avant de se voir comme des Africains. Or, ces identités nationales sont des inventions récentes, vieilles d'à peine 60 ans. Elles n'ont pas la profondeur des identités claniques ou impériales qui ont duré 1000 ans. Troisième partie, des solutions concrètes pour reconstruire l'unité comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Mais agir intelligemment en s'appuyant sur les forces africaines et non sur des modèles importés. Première solution, renforcer l'intégration régionale par l'économie et la mobilité. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, est une opportunité historique. Mais elle restera lettre morte si elle n'est pas accompagnée d'une suppression réelle des visas pour les Africains voyageant en Afrique. Le Rwanda, les Seychelles, le Bénin et la Gambie l'ont déjà fait. Il n'y a aucune raison pour que le reste du continent ne suive pas. La libre circulation des personnes créera naturellement des mariages mixtes, des échanges commerciaux, des amitiés, et fera tomber les murs psychologiques. Deuxième solution, réinvestir les systèmes traditionnels de gouvernance participative. L'arbre à palabres, la Ndaba en Afrique australe, le Mato en Ouganda, sont des forums où le conflit se règle par la parole, la délibération et le consensus, non par la majorité mécanique ou le rapport de force. Ces modèles, perfectionnés pendant des siècles, peuvent nourrir la gouvernance locale et nationale. Ils enseignent que l'adversaire politique n'est pas un ennemi à éliminer,
mais un partenaire avec qui il faut trouver une solution. Troisième solution, refonder l'éducation et le récit historique. Il est urgent que chaque enfant africain apprenne, dès l'école primaire, l'histoire des grands empires précoloniaux, l'empire du Ghana avec sa capitale Kumbi-Saleh, l'empire du Mali avec ses universités de Tombouctou, l'empire Songhai avec Askia Mohamed, le royaume du Congo avec sa diplomatie européenne, l'empire du Zimbabwe avec ses murs de pierre. Il faut aussi enseigner la cartographie des noms de famille, les routes des griots, les flux migratoires anciens. Cet enseignement fera naître une fierté et un sentiment d'appartenance continentale qui contrebalanceront les divisions héritées. Quatrième solution, créer une industrie culturelle panafricaine. Le cinéma, la musique, la littérature, les séries télévisées ont un pouvoir d'unification immense. Aujourd'hui, un jeune Nigérian connaît mieux les stars américaines que les grands musiciens maliens ou sud-africains. Il faut inverser cette tendance. Des festivals comme le FESPACO, les awards comme les Cora, les collaborations musicales entre artistes de tous les pays, tout cela doit être soutenu et amplifié. L'unité se construit aussi dans les émotions partagées. Enfin, dernière solution, impliquer la diaspora africaine. Les afrodescendants des Amériques, des Caraïbes, d'Europe sont souvent plus conscients de l'unité africaine que les Africains du continent. Ils n'ont pas été soumis aux mêmes manipulations coloniales. Leur retour, symbolique ou réel, et leur investissement dans l'économie et la culture du continent peuvent jouer un rôle de catalyseur. Des initiatives comme le Year of Return au Ghana ont montré le chemin. Conclusion. En définitive, les Africains ne se divisent pas parce qu'ils sont différents par nature. Ils se divisent parce qu'on leur a enseigné à voir des frontières là où il n'y avait que des ponts. Parce que des puissances étrangères, puis des élites locales, ont eu intérêt à fragmenter pour mieux dominer. Mais les preuves de l'unité profonde sont là, visibles et palpables, dans les noms de famille, les langues, les rites de plaisanterie, les philosophies de l'être ensemble. L'unité n'est pas une utopie à inventer, c'est une réalité à retrouver. Elle passe par la lucidité sur le passé, l'action économique dans le présent et la transmission d'une mémoire réconciliée pour l'avenir. Le chemin est clair. Il est long, mais chaque pas compte. Il ne tient qu'à nous, intellectuels, artistes, citoyens, dirigeants, de l'emprunter ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.